Marisol Touraine, nous sommes rejoints par Christophe Onodibio, le directeur adjoint de la rédaction du Point. À vous, Christophe. Bonsoir Madame la Ministre. Quelques questions concrètes. Oui. Sur le cannabis, vous dites que la répression ne peut pas suffire et en même temps, vous rejoignez le gouvernement quand il tape sur Peillon qui proposait un débat sur la dépénalisation. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que la France dispose d'une législation parmi les plus contraignantes d'Europe et pourtant c'est le pays européen où la consommation est la plus importante, spécialement chez les jeunes. C'est bien la preuve qu'il faut engager une politique de santé publique qui soit plus solide, de prévention, d'explication, d'information. Mais pour autant, vous voyez bien, bon, pas tellement franchement. On a toujours appris qu'il ne fallait pas, que c'était pas bon, que les neurones en souffraient. Vous l'avez appris et nous sommes un certain nombre à l'avoir appris ou à l'avoir appris à nos enfants, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de politique cohérente de santé publique sur les addictions en général et en particulier en direction des jeunes. Donc je crois par ailleurs que ça ne serait quand même pas le meilleur message à faire passer aux jeunes pour leur dire qu'il ne faut pas fumer de cannabis, que ça a des effets négatifs. Ce ne serait pas le meilleur message que d'indiquer qu'on va changer la législation quant à la légalisation ou à la pénalisation de sa consommation. Donc c'est la raison pour laquelle il me paraît parfaitement cohérent de dire qu'il faut être intraitable sur la loi, sur la règle. Il faut être intraitable vis-à-vis des trafiquants aussi, mais il faut être plus offensif en matière de santé publique et c'est la raison pour laquelle il y aura dans la loi de santé publique que le président de la République a annoncée pour l'année prochaine, il y aura évidemment des dispositions concernant les addictions. Alors Jean-Christophe Lagarde, qui est donc le député maire de Drancy, qui est lui partisan de la dépénalisation, explique, parce qu'il y a à la fois les consommateurs et puis il y a les trafiquants, hein, vous en parliez. Il dit: la pénalisation nourrit les mafias, leur donne les moyens d'encaisser des bénéfices et les arrestations effectuées n'ont aucune incidence sur la baisse des trafics. Ça, les chiffres le montrent. Alors, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas, finalement, pragmatiquement, dépénaliser? Vous dites c'est un mauvais message, mais pour être pragmatique... C'est une théorie qui existe, la théorie libérale, qui imagine que parce que les choses sont légales... Non, mais la vieille théorie libérale dit c'est parce que c'est autorisé, au fond, il n'y aura plus de besoin de trafic. Moi, je ne suis pas sur cette ligne-là. Je comprends parfaitement que certains puissent s'interroger, mais encore une fois, dans la société que nous connaissons, dans laquelle nous vivons, dans un pays qui parfois a des jeunes qui manquent de repères, je ne crois pas que le signal à envoyer soit un signal qui pourrait être interprété comme celui du laxisme. Mais quand même, les chiffres, la moyenne européenne, c'est 17% de jeunes des 15-17 ans qui déclarent avoir fumé au moins une fois du cannabis. Oui. En France, c'est 39%. Donc 39% en France, 17% la moyenne européenne. Mais vous allez dans le sens que je vous indique. Il faut évidemment engager des politiques de santé publique, de prévention, d'information qui s'adressent directement aux jeunes et non pas des discours généraux, théoriques qui leur passent un peu au-dessus de la tête. Bon, on parle beaucoup ces temps-ci de couacs gouvernementaux, c'est devenu une expression journalistique. Il y a la salle de shoot aussi, vous parlez pas de salle de shoot. Oui, bien sûr, mais vous allez-y tout de suite, Christophe, qu'on monte en gamme. Ouais. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a rappelé à Peillon, justement, sèchement, lorsqu'ils sont à la radio ou à la télévision, les ministres doivent défendre à la fois la politique de leur ministère et la politique du gouvernement et rien d'autre. Mais au fond, est-ce que Vincent Peillon n'était pas dans le cadre de son ministère quand il a parlé du cannabis? Parce que les jeunes et le cannabis, c'est aussi, et vous l'avez rappelé, un problème d'éducation, de pédagogie. Écoutez, Vincent Peillon a répondu à une question qui lui était posée. Il a lui-même reconnu que sa réponse n'était pas appropriée. Donc je pense que le débat n'est plus celui-là. Le débat, il est celui du fond. Le fond a été tranché par le Premier ministre. La politique du gouvernement est claire. Il n'y aura pas de dépénalisation du cannabis. Et j'ajoute que cela relève aussi d'une politique de santé publique. Alors, les salles de shoot, cher Olivier, vous étiez prononcé favorablement pour ces salles de shoot, qu'on appelle salles de shoot des salles d'injection de drogue, en disant que ça serait fait, il y aurait des expérimentations très rapides. Ça sera fait quand ?
Je suis en train de regarder les conditions dans lesquelles cela peut se faire, en relation d'ailleurs avec la mission interministérielle de lutte contre les toxicomanies, à qui j'ai demandé des recommandations sur ce sujet. Et je vais travailler avec des municipalités qui sont prêtes à s'engager. Il y en a plusieurs, de droite comme de gauche, parce que j'ai eu l'occasion de le dire, je l'annoncerai en temps voulu, mais j'ai eu l'occasion de le dire. Ça n'est pas un sujet qui doit être un sujet partisan. Non, c'est pour ça que je demandais quand ça serait fait. Mais j'espère que ça pourra être annoncé, que des expérimentations pourront être annoncées avant la fin de l'année. Très bien. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui parlent, comme le député Bernard Debré, qui est médecin aussi, d'État dealer ? Que l'État qui autoriserait ces salles de shoot serait un État dealer, un État qui fournit des doses que pour un médecin, il devrait se préoccuper des soins apportés aux toxicomanes. Les toxicomanes doivent évidemment être suivis et pris en charge. Et l'objectif, c'est que les toxicomanes puissent arrêter de l'être. Et donc, je trouve que c'est un propos qui, dans la bouche d'un médecin, est assez étrange. Autre dossier, la procréation médicalement assistée. Alors, dimanche dernier, vous avez déclaré que vous vouliez que la PMA donc, soit accessible à tous. Le Premier ministre vient de s'y opposer puisqu'il a dit que le projet de loi sur le mariage pour tous ne prévoira pas, n'inclura pas le volet PMA. Du coup, puisque le Premier ministre s'y oppose, est-ce que vous avez changé d'avis depuis dimanche ? Les choses ne se présentent pas exactement comme cela. Le Premier ministre a indiqué que la loi qui va être présentée très prochainement au Conseil des ministres sur le mariage pour tous et qui concernera aussi l'adoption ne traiterait pas des sujets liés à la filiation. Mais que ces questions pourraient être examinées dans le cadre d'un futur projet de loi qui concernerait davantage les familles ou la bioéthique. Et donc, lorsque cette réflexion globale sera engagée, nous verrons dans quel sens il faut aller. Donc vous avez encore le droit d'être pour ? Moi, je dis que dans le texte de loi qui arrive là, dans quelques semaines à l'Assemblée, ces dispositions ne figureront pas et n'ont pas à figurer parce qu'on a besoin de davantage de débats. Et si vous reprenez mes déclarations d'ailleurs de dimanche dernier, vous verrez que j'indiquais que les enjeux de filiation sont trop importants pour se passer d'un vaste débat de société. Et ce débat, nous en avons besoin. Mais vous étiez favorable, donc de toute façon... Là, vous dites qu'il faut débattre, mais vous étiez favorable. Mais je pense que le débat doit avoir lieu dans la perspective d'un prochain texte de loi, si un texte de loi doit intervenir. Maintenant, sur l'augmentation du prix du tabac, vous dites « Je ne peux pas faire comme si c'était normal que des gamins de 12 ans se mettent à fumer pour faire comme leurs copains. En même temps, le prix du tabac est déjà tellement haut que ça devrait suffire à les dissuader, non ?» Écoutez, il y a des pays d'Europe où le tabac est encore plus le prix du paquet de cigarettes est encore plus élevé. Donc, je dirais que nous ne sommes pas si élevés que cela. À l'évidence, le prix ne suffit pas. Et là encore, il nous faut une politique de santé publique, réfléchir à des messages en direction des jeunes qui sont assez peu sensibles, il faut le dire, aux messages d'information qui sont plutôt calibrés pour des adultes. Je souhaite que l'on puisse s'engager dans une nouvelle étape, dans un nouveau plan de santé publique sur ce terrain-là, parce que franchement, ça n'est pas très satisfaisant pour rester dans la modération et la nuance. Ça n'est pas très satisfaisant d'avoir chaque année 73 000 personnes qui meurent du cancer, du tabac, pas du cancer, du tabac, d'une maladie liée au tabac. On sait que plus on commence jeune, plus on a de difficultés pour arrêter. Et donc, cela mérite qu'il y ait une mobilisation de la société autour de ces questions. La consommation de bière, la bière va être taxée, donc la consommation de bière va être taxée. 5 centimes d'euros en plus pour un demi. C'est si dangereux que ça, la bière ? C'est ce par quoi les ados rentrent dans l'alcool. Ils commencent à 12 ans. En France, voilà, là encore, on a un vrai sujet d'addiction des ados dans nos pays. Commence par la bière. On sait que le binge drinking est un sujet. C'est d'autres types de boissons. C'est pas de la bière. C'est au contraire des alcools très forts qui sont souvent mélangés avec des boissons énergisantes. Il commence vers 12 ans. La moitié des jeunes à 17 ans dit en consommer régulièrement. Donc il y a là aussi un sujet de préoccupation. La bière en France est très nettement moins taxée que dans les autres pays européens. Il ne paraît pas anormal de rectifier cette taxation, ce niveau de taxation pour
aller vers la taxation européenne. On est très loin de ce qui se passe, y compris dans des pays où la bière est culturellement beaucoup plus répandue que chez nous, par exemple en Allemagne ou en Irlande. Autre cause de mortalité, la pollution par le diesel, dont les particules seraient responsables de 42 000 morts par an, à tel point que certains experts parlent d'un scandale de santé publique comparable à celui de l'amiante en son temps. Il y a des risques de cancer considérables. Il paraît qu'on savait ça depuis très longtemps, mais que les autorités ne faisaient rien. Est-ce que vous allez agir en ce sens ? On ne savait pas avec autant de précision sur l'ensemble des risques qui étaient liés au diesel. Les études se sont multipliées au cours des dernières années. Les chiffres auxquels vous faites référence ne concernent pas uniquement les particules émises par les moteurs utilisant du diesel, mais c'est l'ensemble des fines particules que l'on retrouve et qui peuvent avoir des sources diverses dans l'atmosphère. Il y a manifestement un enjeu de santé publique. C'est d'ailleurs une des priorités qui est affichée dans le prochain plan de santé-environnement. Et il va falloir mettre en place des politiques qui, progressivement, devront permettre d'améliorer la qualité de l'air dans lequel les Français vivent. On va arrêter le diesel ? Je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous puissions nous engager sur une mesure aussi radicale, compte tenu du fait qu'au cours des dernières années, on a au contraire encouragé nos entreprises et les ménages à fabriquer et à acheter du diesel. Merci beaucoup, Christophe. Vous allez laisser votre place pour la séquence suivante à Jean Leonetti. Merci beaucoup, Christophe.